Alors, Dr de Beaumont, merci. Juste une minute pour changer l'écran. Donc, je vous remercie beaucoup de la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Merci beaucoup de m'avoir invité à donner cette présentation sur un domaine qui attire beaucoup l'attention au cours des dernières années, particulièrement parce qu'à Montréal, on sait vraiment un centre d'expertise, un fleuron montréalais qui est l'intelligence artificielle. On est vraiment situé, c'est la plaque tournante mondiale dans le domaine. Vous avez vu également des grands investissements, des grosses compagnies comme Google, Facebook et tout ça qui sont maintenant installés ici à Montréal, ce qui donne de vastes opportunités, également pour le monde médical. C'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, évidemment avec mes collègues aussi ici cliniciens à l'hôpital Sacré-Cœur. Donc, le plan de présentation aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la médecine contemporaine, ses grandes réussites au courant du dernier siècle, très rapidement, mais également ses défis qu'on rencontre puis qu'on va rencontrer au cours des prochaines années. Je vais également vous parler de l'intelligence artificielle, ce que c'est, le plus simplement possible, mais également à quoi ça sert, puis des exemples qui sont appliqués dans mon domaine de recherche, mais également en traumatologie ici, qu'est-ce qu'on veut en faire au cours des prochaines années. Aussi, je vais vous montrer également c'est quoi le futur de la trauma, vers quoi on s'oriente ici à l'hôpital Sacré-Cœur. On est un centre qui est vraiment d'expertise mondiale, vraiment au plan clinique en traumatologie, et la recherche se développe énormément au cours des dernières années. On est allé chercher 11 recrutements vraiment en traumatologie, ce qui représentait 60% des recrutements des 6 dernières années. Donc, vous pouvez voir qu'on prend un virage résolument trauma au centre de recherche de l'hôpital ici. Également avec l'avènement du Centre intégré de traumatologie auquel vous avez énormément contribué au cours des dernières années. Ça vient ici, l'intelligence artificielle va être au cœur de notre planification stratégique des 5 prochaines années. Donc, au cours du dernier siècle, on s'est rendu compte que la médecine a fait d'énormes progrès. Ça a eu d'importants impacts pour l'amélioration de la qualité de vie et de l'espérance de vie. Vous pouvez voir vraiment une amélioration incroyable de l'espérance de vie. Aujourd'hui, on est autour de 80-82 ans. C'est beaucoup basé, attribuable à le dévouement énorme vraiment des équipes médicales, mais également de la recherche qui a fait avancer à bond de géant vraiment les connaissances médicales. D'un autre côté, si on fait un constat lucide de l'état de la situation, on se rend compte que la santé, c'est définitivement le plus grand défi de ma génération. Le plus grand défi, parce qu'en soi, c'est un frein économique énorme pour la société. C'est 54% de nos impôts au Québec qu'on envoie pour la santé, ce qui représente des opportunités manquées d'investissement ailleurs pour accroître notre économie. Mais également, il y a un paradigme médical qui est totalement insoutenable si on se projette dans le temps, avec évidemment le vieillissement de la population qui ne ralentira pas. Également, le nombre de cas de cancer qui est à la hausse, lorsqu'on sait que le traitement du cancer, c'est extrêmement coûteux. Et les maladies chroniques telles que l'obésité et le diabète qui sont sans cesse en croissance. On se rend compte qu'il faut changer la façon dont on fait les choses pour pouvoir continuer à pérenniser ce système de santé-là. Le mot d'ordre à ce moment-là, c'est qu'il faut optimiser nos façons de faire. Pour optimiser, je vais vous montrer un peu des brides issues de notre recherche qui nous montrent bien qu'on serait capable de rapetisser, de réduire les coûts en ciblant un peu mieux nos interventions par moment. Également, chose qu'il faut faire également, c'est qu'il faut apprendre de nos interventions. Jusqu'à présent, tu sais, les médecins, mes collègues sont exceptionnels, effectivement, mais c'est grandement basé sur leur expertise clinique qui leur est propre. Mais l'idée, c'est que si on est capable d'aller lier cette expertise-là, qui s'accumule dans le temps et qu'on comprend mieux comment on doit traiter les patients, puis qu'est-ce qui a le plus de succès, bien évidemment, on va être capable peut-être de diminuer la prise en charge médicale et s'assurer vraiment que les traitements soient optimaux en réduisant les coûts, évidemment. Donc, c'est l'introduction aujourd'hui. Je vais essayer de vous convaincre qu'il faut aller vers une médecine qui est davantage apprenante. Donc, une médecine qui apprend d'elle-même dans son système et l'intelligence artificielle est en plein au cœur de cela.
Donc, évidemment, l'intelligence artificielle, vous en entendez beaucoup parler dans les médias, mais c'est absolument partout dans votre vie. Tous ceux qui vont sur Google, sur Internet, sachez qu'il y a quelqu'un, puis Facebook aussi, on a bien vu, c'était la semaine dernière, hein? Il y a des gens qui sont constamment en train de tracker ce que vous regardez comme information et vous envoient des publicités qui sont ciblées selon vos intérêts. Vous recevez ça, là, même à la presse. Là, si vous achetez une voiture puis vous aimez les Subaru, vous allez voir une publicité de Subaru apparaître puis vous dites « Ah, ben c'est donc bien spécial, ça. » Ben, c'est parce qu'ils savent très bien que vous êtes allé sur le site de Subaru 11 fois dans les dernières 2 semaines. OK? Ça, c'est de l'intelligence artificielle qui nous permet de faire ça. Évidemment, les cas les plus connus, c'est le joueur d'échecs russe qui s'est fait battre pour la première fois il y a une vingtaine d'années par l'ordinateur. Et effectivement, depuis ce temps-là, il ne l'a pas rebattu, on s'entend. L'ordinateur a gagné la bataille de la prédiction des coups de l'adversaire. Vous voulez également, au cours des prochaines années, on va voir l'avènement des voitures qui se conduisent d'elles-mêmes, comme ça, c'est le Google Car. OK, évidemment, avec toutes les connaissances qu'ils développent. Également, ça s'applique au monde militaire, comme vous le savez, au monde chirurgical aussi. Hein, si on donne des bons paramètres de chirurgie, pas besoin que ce soit nécessairement un humain qui tienne le scalpel, mais ça peut être tout à fait les machines qui assistent, et c'est fait déjà partout dans le monde. Et évidemment, les réseaux sociaux que vous connaissez bien, qui vous permettent de vous intégrer. Il y a toutes sortes d'avantages qu'on en retire, mais toutes sortes de désavantages également. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? D'une part, c'est ni plus ni moins qu'une simulation de l'intelligence humaine. C'est que depuis des années, on en fait. Hein, l'intelligence artificielle, ça émerge aujourd'hui parce que c'est puissant. Les ordinateurs sont suffisamment puissants pour nous permettre de surpasser l'esprit humain dans sa capacité d'analyse. Donc, c'est le principe que si je vous donne 100 000 informations à intégrer pour pouvoir prendre une décision, votre cerveau n'est probablement pas capable de prendre compte de ces 100 000 informations en même temps pour prendre une décision qui soit la meilleure. OK? Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle aussi, on se fait toujours poser la question, est-ce qu'on réfère à la capacité à ressentir des émotions? La question, c'est pas du tout. L'intelligence artificielle, elle s'arrête à des faits. Okay? Des faits qui, dans le sens médical, bien souvent, nous sont très, très, très utiles. Donc, l'intelligence artificielle, son utilité dans le monde actuellement, dans le monde médical aussi, c'est que ça va nous aider à prendre des bonnes décisions dans des contextes qui sont super complexes. Comme vous allez voir, mes collègues, tantôt, vont vous présenter des situations très complexes de leur quotidien et on pourrait penser que ça pourrait assister leurs décisions cliniques. L'avantage également qui est énorme, c'est que ça nous permet de prendre des décisions qui soient un peu plus objectives versus subjectives, basées sur les a priori d'un clinicien ou d'un chercheur, par exemple. Donc, être capable de prendre une masse d'informations, d'en retirer l'essentiel, puis se baser essentiellement sur ce qui semble être vrai à travers les années, à travers le nombre de cas qui a été vu pour prendre des décisions qui soient peut-être un peu plus éclairées. L'autre énorme avantage, c'est la capacité à prendre des décisions en temps réel. Donc, le temps de réflexion et tout ça, je pense juste au cas, des fois, il y a des conseils autour d'une tumeur pour prendre quelle décision est-ce qu'on va prendre. Est-ce qu'on opère cette tumeur-là? On ne l'opère pas. On va mettre 8 personnes autour de la table. Imaginez les coûts, là. On parle juste de coûts. Pour prendre une décision qui va être prise en 6 heures de discussion, donc les coûts exorbitants, alors que la machine, à travers de l'accumulation des cas semblables de cancer, pourrait assister énormément à la décision également. La prise de décision également, comme je vous ai présenté, elle est apprenante. C'est-à-dire qu'à toutes les fois qu'on prend une décision, puis qu'on suit l'outcome des patients, on suit comment le devenir du patient, si par exemple l'intervention a été néfaste pour le patient ou utile pour le patient, le système peut apprendre à prendre des meilleures décisions, puis d'apprendre d'un patient à l'autre. Donc, sans cesse, dans une évolution sans cesse. Chose qui est très importante à comprendre de l'intelligence artificielle, c'est que ça ne fait pas tout. Moi, j'ai absolument pas peur que les chercheurs soient remplacés par l'intelligence artificielle, parce qu'en soi, elle se nourrit de l'information qu'on lui donne. Vous comprenez le principe? C'est qu'elle n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qui est intéressant dans une pathologie. Ça va encore prendre le Dr Chauny qui fait un bon triage, qui trouve les symptômes à l'urgence. C'est nécessaire. Ce que ça va nous permettre de faire, par contre, c'est qu'une fois que les informations vont être rentrées dans le système, ça va être capable de nous dire « Ah, cette information-là, elle est plus pertinente que celle-ci et on pense que vous devriez aller dans cette décision-là. » Okay? Donc, notre objectif de chercheur, c'est de toujours sans cesse raffiner les informations qu'on va aller recueillir chez nos patients.
chose qui est fascinante dans l'intelligence artificielle actuellement, c'est qu'il y a une très grande démocratisation de l'intelligence artificielle. Google est en train de produire un logiciel gratuit, une application gratuite d'intelligence artificielle qui va le rendre accessible à n'importe qui, la prise de décision en tout temps. Donc, juste pour vous donner, comme je vous disais, la recherche va continuer de se développer parce qu'on doit trouver la meilleure information à nourrir l'intelligence artificielle. Il y a des progrès absolument exceptionnels qui ont été faits en traumatologie au cours des dernières années de la recherche. Juste pour vous donner un exemple de neuroimagerie qui m'est très proche, bien, au cours des dernières dizaines d'années, on était capable d'aller découper un cerveau, comme vous le voyez ici, en petits cubes de 1 mm. Okay? Pour aller voir dans ce petit cube de 1 mm, l'intégrité, par exemple, des neurones, des cellules du cerveau, également des voies de communication du cerveau, ou même l'intégrité métabolique du cerveau, donc des substances chimiques qui ont pu être changées par un coup à la tête, par exemple. Comme vous pouvez le voir ici, plus ou moins bien à cause du contraste, mais ça, en plus, on est capable d'aller voir la diffusion des différentes molécules à chacun des petits points que vous voyez ici. Ça ne paraît pas, mais ça, c'est un cerveau là, qui a été divisé en petits points, de sorte qu'on avance énormément dans notre compréhension sur l'intégrité du cerveau. Ces informations-là nous ont permis, au cours, en 2014, d'aller cartographier quel était l'effet des commotions cérébrales qui avaient été subies il y a 40 ans. Ce que vous voyez ici en bleu, c'est vraiment des voies de communication du cerveau, de la matière blanche, où on trouve une différence significative dans l'intégrité de la matière blanche chez des gens qui ont subi des commotions cérébrales, ça fait longtemps. Donc, des images qui sont vraiment totalement nouvelles grâce à l'avènement de la neuroimagerie de très haute qualité. Au cours des dernières années, en 2017, mon laboratoire a été capable de mettre au point une technique. Une fois qu'on sait qu'il y a du dommage cérébral, ce n'est pas suffisant. Il faut connaître quel va être l'impact sur la connectivité du cerveau. Je vous ai dit que tout ce qui est en bleu ici, c'est la matière blanche qui a été abîmée. Ce que vous voyez en bas dans la théorie des graphes, c'est la capacité du cerveau à continuer de communiquer, chacun des neurones de communiquer entre eux pour pouvoir permettre de faire des tâches qui soient appropriées ou non. Donc, vous voyez ici, on part d'un cerveau dans sa plus simple expression en petits carrés, puis on se rend même jusqu'à la connectivité des différentes neurones du cerveau. Aujourd'hui, au cours des dernières années, ce que vous voyez ici, on est en train dans le Human Connectome Project. C'est un projet où on va voir chacun des faisceaux de communication dans le cerveau. Comment est-ce que l'information communique pour créer, par exemple, une réponse visuelle? C'est ce que vous voyez ici à gauche. Bien sûr, lorsqu'on fait un mouvement de coordination motrice, par exemple, comme ceci, ça, ce sont toutes les régions qui doivent être intègres pour permettre une bonne coordination motrice. Donc, on est rendu dans ce niveau de raffinement-là, dans la façon de sonder le cerveau. Donc, l'intelligence artificielle, une fois que nous, dans la recherche, on développe vraiment les meilleurs algorithmes pour nourrir d'informations l'intelligence artificielle, sachez que les 3 principaux objectifs médicaux qui peuvent être poursuivis par l'intelligence artificielle sont essentiellement de mieux diagnostiquer les patients, de mieux également les pronostiquer. Qu'est-ce qui va devenir de ce patient-là dans 2 ans? Ou aux soins intensifs, qu'est-ce qui va arriver dans 2 semaines de ce patient-là qui est dans le coma? On ne le sait pas trop. Et évidemment, mieux traiter le patient. Puis mieux traiter le patient, ça représente quoi? Ça représente, premièrement, de savoir est-ce que c'est nécessaire de traiter le patient? Est-ce qu'on donne un médicament pour rien? Est-ce qu'on devrait, non seulement ça, quand est-ce qu'on devrait donner le médicament? Est-ce que c'est le bon moment en ce moment d'aller traiter quelqu'un? Et avec quelle dose, par exemple, comment le faire, ce traitement-là? Ce sont toutes des informations qui pourront être nourries par l'intelligence artificielle au cours des prochaines années. Donc, actuellement, ce que moi j'appelle la médecine des données, évidemment, tout est écrit encore à la main, là, dans les dossiers médicaux, ça n'aide pas beaucoup à la numérisation, là. Il y a des grands projets ici à Sacré-Cœur, c'est excitant. Bientôt, on aura le dossier numérique pour tout le monde, dossier médical numérique. Bien, pour chaque patient, évidemment, c'est toujours de la même façon. Les gens consultent au plan médical. Les médecins vont faire leur travail, évaluer les symptômes, essayer de faire un diagnostic, un pronostic et un traitement. Donc, toujours le jugement du clinicien est essentiel. Mais nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle ne regarde pas seulement ce patient-là un à la fois, mais elle compare aux 800 autres cas de traumatisme crânien qui ont été vus ici à Sacré-Cœur au courant de la dernière année. Plus que ça, c'est qu'à travers des années, l'accumulation, disons, de 10 ans de données sur chacun des patients qui présentaient avec un traumatisme crânien, ça fait 8000 patients, ça. Ça va nous permettre de dire, par exemple, une dame de 65 ans post-ménopausée qui a eu un traumatisme crânien, on devrait adopter telle approche
thérapeutique versus un jeune homme de 21 ans qui vient de subir un traumatisme crânien. Peut-être qu'on devrait utiliser cette méthode qui est un peu plus conservatrice, permettre au cerveau de s'auto-traiter, par exemple. Donc, vous voyez ici, j'espère, de cette façon-là, ce que ça fait le nombre et les capacités computationnelles des ordinateurs pour nous permettre de mieux comprendre, mieux orienter la médecine. Et la beauté là-dedans, c'est qu'à mesure que va s'ajouter des données, des nouveaux patients, évidemment, le modèle va constamment se raffiner. Okay? Si on sait que, finalement, le traitement qu'on a donné à la madame de 65 ans, c'est un traitement qui ne marche pas trop bien, bien, le système va apprendre, à mesure qu'on lui donne l'information, qu'on peut peut-être regarder pour d'autres alternatives thérapeutiques. Donc, ça, pour moi, ce qui est extrêmement enthousiasmant, c'est que ça rend la pratique médicale une pratique qui est scientifique. Okay? Non seulement basée sur des données scientifiques, mais à tous les jours, tous les médecins contribueront à faire de la science, à acquérir des données sur les patients. Donc, je voudrais inviter maintenant Francis Bernard, neuro-intensiviste ici à l'hôpital, à vous dire comment ça va influencer sa pratique, l'ajout de l'intelligence artificielle dans son travail. Merci. Merci, Louis. Ça me fait extrêmement plaisir de venir appuyer Louis, qui est un véritable moteur pour l'avancement de la traumatologie en ce moment à l'hôpital du Sacré-Cœur. Je tiens à le remercier personnellement. Puis il m'a demandé de vous parler comment ça me touchait, moi, dans mon quotidien, l'intelligence artificielle, chose que je ne connaissais pas énormément non plus avant récemment. Fait que le traumatisme crânien sévère, c'est une catastrophe. Votre vie bascule en un instant, que vous soyez celui qui est traumatisé ou la famille. Puis, bien qu'on fasse un grand cas que c'est l'apanage des jeunes, puis que ça affecte énormément la participation à la vie sociale, puis que ça entraîne des coûts sociétaires, bien, l'âge de la vieillesse est constamment repoussé, mais malheureusement pas l'âge de la témérité. Fait qu'on voit de plus en plus de traumatismes crâniens, peu importe l'âge des gens. Puis lorsque je soigne un patient dans le coma, on me pose invariablement la même question. Docteur, est-ce que mon proche va revenir à la normale? Évidemment, il s'agit d'une question extrêmement complexe, puis la réponse qu'on donne est peut-être un peu mieux comprise, un peu mieux acceptée depuis que Martin et Matt a mis en scène la réalité de son frère à travers le petit écran. Mais pour vous ce soir, voici comment on procède. Alors, premièrement, on mesure plein de choses. Au point où on a des fois l'impression que le patient est noyé dans une mort technologique. Puis on mesure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les infirmières tentent tant bien que mal de collecter tout ça sur une feuille. Ça, c'est la feuille qu'on utilise en ce moment. Fait que les infirmières ramassent toutes ces données-là, puis les inscrivent une fois par heure sur cette feuille, qui après ça, il faut déchiffrer. Fait qu'on, vous comprendrez que quelque chose qui se passe de façon évidente chez le patient peut pas nécessairement sauter aux yeux à première vue. Puis finalement, il y a toutes les avancées scientifiques, toutes les nouvelles technologies qui restent à éprouver, les données amassées de façon ponctuelle, comme de l'imagerie cérébrale, par exemple, ou des données amassées en continu, mais auxquelles moi, je n'ai pas accès parce qu'elles doivent être analysées par un neurologue, comme l'électroencéphalogramme, par exemple. Puis vous pouvez saisir qu'il y a une interaction complexe entre toutes ces choses-là qui se produisent en même temps. Puis là, je ne parle même pas des choses que je ne mesure même pas encore, mais que je sais qui peuvent affecter le devenir des patients. Et les choses que je n'ai même pas encore figurées qui affectent le devenir du patient, mais qui, éventuellement, je pourrais vouloir valider de façon rétrospective. C'est toutes ces données-là que je ne peux pas bien réviser puis analyser, faute d'outils d'interprétation puis d'outils de mise en contexte pour un patient donné. Et donc, on est de mieux en mieux pour extraire l'information les données du cerveau d'un patient en particulier, mais cette image-là peut peut-être représenter aussi l'insertion des données dans mon cerveau. Comment c'est difficile de rentrer toutes ces données-là dans la tête d'un médecin et qui puisse les interpréter de façon appropriée. Fait que des fois, on se sent comme ça, submergé. Puis on espère que c'est pas ce qui est vraiment en train de se passer avec le cerveau de votre proche. Parce que lui, ça affecte son devenir.
Fait que j'ai souvent souhaité pouvoir m'implanter une petite chip dans la tête pour avoir une vision plus vaste, puis en même temps plus précise de ce qui se passe pour prendre des meilleures décisions. Pourtant, il paraît, puis ça a déjà été étudié, qu'un intensiviste qui va au chevet d'un patient est capable d'intégrer à peu près plus de 200 variables en même temps pour prendre une décision clinique. Mais cette intégration-là demeure en grande partie dans l'inconscient, puis elle est basée sur des schèmes appris et établis. Je ne suis pas capable de faire de la nouveauté avec une intégration inconsciente comme ça. Puis bien qu'on ait des outils dans la littérature comme les guidelines du Brain Trauma Foundation là, qui nous aident à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, d'ailleurs, ces guidelines-là ont pratiquement pas évolué depuis 1997 et ont même régressé dans leur dernière version en 2016, puisqu'on jugeait que la preuve qui soutenait les recommandations antérieures était rendue insuffisante pour les standards de 2018. Fait que vous imaginez, pas de progression depuis 1997, malgré une quantité phénoménale d'articles publiés. Ceci étant dit, malgré qu'on ait des guidelines, clairement, one size does not fit all. Ça, c'est clair. Et même si on savait très précisément ce qu'on fait avec les guidelines, on est à l'échelle populationnelle. On est en groupe. Ici, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec vous en général. Ce qu'on a besoin, c'est d'une médecine de précision, une médecine individualisée pour que je puisse faire un traitement et un pronostic à vous en particulier. Alors, comment on y arrive? Bien, d'abord, on fait une longue formation, en général, puis on acquiert l'expérience en voyant plusieurs patients variés. Puis après 15 ans de pratique, bien, je peux dire que j'ai acquis une certaine expérience. Puis il est possible qu'à la fin de ma carrière, les gens vont juger que je suis un expert dans mon domaine puis que j'ai fait avancer la science. Mais une fois que je vais prendre ma retraite, qu'est-ce qui va arriver avec ce que moi j'ai acquis? Puis oui, je vais avoir écrit peut-être des articles, puis je vais avoir donné des cours, mais rien de tout ça risque d'être appliqué formellement dans des guidelines parce que les guidelines vont juger la trop petite échelle de mon expérience. Puis, bien que je sois neurointensiviste puis peut-être un peu plus exposé au traumatisme crânien que mes collègues, bien, mes collègues s'occupent aussi de traumatisme crânien puis accumulent une expérience qui est tout aussi valable que la mienne. Puis, notre expérience commune est beaucoup plus vaste que nos expériences individuelles, puis surtout, s'accumule beaucoup plus rapidement. Pourtant, il reste que le partage de cette expérience commune-là, elle se fait sur une base personnelle, volontaire et à l'échelle humaine. Je lisais cette semaine que la NASA a plus avancé dans les 2 dernières années que dans les 30 dernières années. Pourquoi pensez-vous? J'aimerais ça que notre expertise puis notre expérience soient toutes mises sur un disque dur puis qu'elles puissent être analysées par une puissance autre. Parce que je nourris le souhait que l'intelligence artificielle puisse répondre à certaines de mes incertitudes. Puis pour revenir à la question initiale que j'ai chaque fois que je suis devant une famille qui est défaite et inquiète, je peux répondre bêtement. Selon la littérature, il y a 33% de chances que votre proche décède, 1/3 des chances qu'il soit lourdement handicapé, puis 1/3 des chances qu'il fasse un bon devenir. Je peux aussi raffiner très, très simplement, peut-être juste avec l'âge, puis ma réponse va peut-être avoir l'air un peu plus de ça. Mais ultimement, chaque cas est unique, puis la réponse, c'est en fait oui ou non. Mais dans le oui, il y a toujours une grande part d'incertitude, un certain degré d'incertitude qui va varier en fonction de notre expertise puis de notre expérience. Et c'est là que je suis convaincu que l'intelligence artificielle peut venir réduire ce degré d'incertitude-là et nous permettre d'avancer. Je vais terminer avec un exemple super concret. Vous avez ici l'évolution sur une période de 24 heures de 3 éléments standards aux soins intensifs, puis ils sont tous tout à fait normaux. Puis là, on a acquis un nouveau moniteur qui nous a permis de raffiner notre approche à la thérapie, qui mesure directement l'oxygénation cérébrale. Puis la courbe pour ce même 24 heures-là est complètement anormale, celle-là.
il faut comprendre que ça nous a pris beaucoup de temps à mettre en relation ces courbes-là, parce que la feuille des infirmières que vous avez vue, c'est pas des courbes qui apparaissent de même une à côté de l'autre. En plus, il y a plus de courbes que ça. Ces 4 courbes-là sont noyées parmi 100 courbes. Et on a fini par figurer c'était quoi ça. Ça, c'est l'administration de Tylenol. Un médicament super simple qui est donné de façon très régulière pour protéger le cerveau contre des poussées de fièvre, parce qu'on sait que la fièvre, c'est très mauvais. Fait qu'une thérapie routinière, standard, qu'on pense protectrice, dans ce cas précis-là, était néfaste. Et c'est là que j'espère que l'intelligence artificielle va nous amener ailleurs. J'aurais été surpris de voir en combien de temps l'intelligence artificielle aurait trouvé ça par rapport à nous. Puis, je suis surtout curieux de savoir combien d'autres relations un peu inattendues elle pourrait mettre en lumière. Voilà. Merci beaucoup, Francis. C'est génial. Je vais inviter maintenant Dr. Chauny, urgentologue à notre hôpital, de vous faire un petit peu la même chose sur sa pratique clinique, comment l'intelligence artificielle peut s'y introduire. Bonjour tout le monde. Tout le monde est déjà allé dans une urgence, ou presque, soit pour lui-même, pour aller reconduire quelqu'un. Et là, vous vous demandez pourquoi vous attendez. Alors, des fois, c'est qu'on est un peu occupé. Et en fait, mon premier contact avec l'intelligence artificielle remonte à ce cas-là. C'est pas la vraie image, mais c'était la même situation exactement. Carambolage, autoroute proche de l'hôpital et puis avec multiples blessés. Vous vous doutez bien que pendant qu'on était en train de voir ces patients-là, on n'était malheureusement pas en train de vous voir. Et là, je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a 1h30 ou 2, j'étais à me tourner les pouces. J'étais en train de rien faire du tout. Je complétais de la paperasse, mais je ne voyais plus de patients. Tout le monde avait été vu. Et tout d'un coup, ça a été le branle-bas de combat et ça s'est accumulé dans la salle d'attente. Donc, ma question a été pourquoi on avait mis 4 docteurs rapides en même temps à l'urgence, de garde. On était 4. On avait vidé la salle d'attente. Il n'y avait plus personne qui attendait. Tout roulait bien jusqu'à temps que ça arrive. La personne qui faisait la liste de garde n'avait pas pensé qu'en mettant 4 docteurs rapides en même temps, ça irait super bien et qu'évidemment, il y aurait probablement 4 docteurs beaucoup plus lents par après qui viendraient travailler, puis ça se réaccumulerait ou qu'on était à risque d'avoir ce genre de choses-là. Et je me disais peut-être qu'on devrait trouver un outil qui nous permettrait de faire une liste de garde à l'urgence pour les médecins qui soit un peu plus intelligente. Je me suis rendu compte que c'était impossible pour un cerveau humain de construire une liste de garde intelligente avec tous les facteurs qui pouvaient arriver, tout ce qui pouvait se passer. Donc, vous comprendrez que si vous mettez 4 docteurs rapides en même temps, tout le monde va être content parce que ça va vider la salle d'urgence. Et la définition d'un bon médecin d'urgence, est-ce que ça devrait être un docteur rapide? Ça, c'était ma deuxième question. Il y en a beaucoup dans la salle qui vont penser que moi, j'ai vu un bon docteur à l'urgence. 2 minutes, il avait fait le bon diagnostic, il m'avait trouvé le bon traitement et j'étais rentré chez moi, j'étais content. Puis la voisine va dire, non, moi, j'ai vu un excellent médecin d'urgence. Il a pris 1 heure pour régler mon cas. Il m'a questionné comme il faut. Il a trouvé tous mes bobos. Il est allé chercher ma liste de médicaments comme il faut. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des bons médecins qui sont rapides, qui vont vite au diagnostic et on est content de les voir, ou des bons médecins qui prennent plus leur temps. Et c'était d'essayer d'ajuster ça pour éviter de tomber dans des situations qui sont incontrôlables dans la salle d'attente. Ce que vous connaissez probablement, qui est la réputation des salles d'urgence actuellement. Donc, j'avais espoir de trouver une façon de construire des listes de garde de médecins d'urgence qui pourraient tenir compte de tous les facteurs. Et moi, j'ai un outil majeur avec moi. C'est que j'ai une base de données de 500 000 visites, 1,5 million de visites à l'urgence ici, qui est toute informatisée. Fait que je suis allé à l'Université de Montréal, à Polytechnique, rencontrer des gens. Je leur ai dit, j'ai cette base de données-là, pouvez-vous m'aider? Donner des données à des ingénieurs, des mathématiciens, des programmeurs. Ils sont au ciel, ils jouissent, là. Ils sont vraiment très, très contents. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait donc un gros projet de recherche. C'est en train de se développer très rapidement pour pouvoir essayer d'accorder une liste de garde plus intelligente qui va tenir compte de 1,5 million de visites. Chaque visite, il y a à peu près 200 variables qui sont associées et qui va tenir compte de la disponibilité des médecins.
Et on espère que d'ici peu de temps, on va pouvoir présenter une salle d'urgence avec une salle d'attente beaucoup plus raisonnable. Et même éventuellement, ce que je vise, c'est une salle d'attente comme celle-ci. Alors, c'est un petit peu ça, les projets qu'on a actuellement. On a d'autres projets sur la déchirure de l'aorte. On a réussi à pondre quelque chose qui a gagné un prix avec un algorithme d'intelligence artificielle pour permettre aux médecins d'avoir plus rapidement l'accès à dire « ce patient-là n'a pas besoin d'être investigué. On sait qu'il n'y a pas de déchirure de l'aorte. Et ce patient-là, il faut l'investiguer parce qu'il est à haut risque de déchirure de l'aorte. Et l'autre, on va l'investiguer pareil parce qu'on ne sait pas. Donc, on ne prendra pas de chance. » Alors ça, on a remporté un prix avec notre projet de recherche en intelligence artificielle là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Chauny et Dr. Bernard. C'est fascinant. Merci vraiment. Je vais relancer un peu sur nos différentes réalisations. Nous aussi, au plan médical, j'aime bien le titre « La révolution médicale par l'intelligence artificielle est lancée ». C'est le premier papier que mon groupe a publié en 2017, donc l'année dernière, pour faire quelque chose d'assez flyé, mais vous allez voir qu'il fait bien du sens au bout de la ligne. Pour aller rapidement, moi, j'étudie les commotions cérébrales depuis longtemps. Le cas le plus connu de commotion cérébrale, c'est certainement Mohamed Ali, qu'on connaît non seulement pour la force de ses poings, mais aussi pour la grandeur de sa bouche. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une très grande importance pour la société aux États-Unis. Malheureusement, lorsqu'il s'est battu pour la dernière fois en 1984, Mohamed Ali avait déjà le Parkinson. Au lieu de lancer 450 coups dans son combat, il en a lancé 51. Évidemment, il a perdu ce combat-là. Quelques mois après, on apprenait qu'il avait quelque chose qui ressemblait à du Parkinson. La question, c'est à savoir, avait-il réellement le Parkinson? Bien, depuis 1928, ce que vous voyez ici dans un article, dans une célèbre revue, qui est encore une des meilleures du domaine, bien, on décrit une particularité chez les boxeurs, comme quoi les gens qui subissent beaucoup de coups à la tête, qui se battent vraiment sur une longue période de temps, lorsqu'ils arrivent à autour de 40-45 ans, il va y avoir 40 à 50 de ces boxeurs-là qui vont développer des problèmes moteurs importants. Est-ce que vous connaissez, pour ceux dans la salle qui connaissaient un peu la boxe, il y a plusieurs boxeurs québécois notables, connus, qui ont des problèmes dysarthriques importants. Pour le neuropsy en moi, j'observe ça assez rapidement. Donc, des problèmes d'élocution verbale alors qu'ils ont 27-28 ans. Des problèmes ensuite, dans la quarantaine, qui vont se développer et qui vont vraiment affecter leur système moteur en premier, et ensuite également leur humeur. Hein, ils deviennent déprimés, ils ont des problèmes cognitifs et tout ça. Donc, on sait ça depuis très, très longtemps. Mais ce qui a vraiment fait déclencher la recherche avancée sur les effets à très long terme des commotions cérébrales, c'est le cas de Mike Webster, les connaisseurs de football ici. Mike Webster est un très, très grand joueur de football de la Ligue nationale de football américaine, qui s'est ramassé dans la rue lorsqu'il avait terminé sa carrière, vraiment avec des gros problèmes de comportement et tout ça. Et lui, il s'est enlevé la vie, mais avant, il avait décidé de donner son cerveau à la recherche. Il l'a donné à Bennett Omalu. Bennett Omalu, qui est un pathologiste, qui a pour la première fois disséqué le cerveau d'un commotionné pour se rendre compte qu'il y avait un paquet de dommages dans ce cerveau-là qui nous faisait penser à une maladie qu'on appelle aujourd'hui l'encéphalopathie traumatique chronique, qui a fait l'objet d'un film de Will Smith l'année dernière et tout ça. Mais le cas, c'est Mike Webster, puis Will Smith, c'est Bennett Omalu. En fait, pour vous dire, la pathophysiologie aiguë de la commotion cérébrale, c'est extrêmement complexe. Ce qu'on observe, nous, dans les premières minutes à la suite d'un coup, ce sont toutes ici des réponses normales à un coup à la tête, que je vais vous montrer bientôt, où là, il y a vraiment de la nécrose dans le cerveau qui va se produire, il va y avoir un dommage, de l'inflammation, toutes des choses donc très, très néfastes qui vont évoluer dans le temps et qui vont nuire à la santé du cerveau à très long terme. Comme premier projet de ma vie en intelligence artificielle, on est allé chercher je suis allé rencontrer ces gens ultra brillants pour réaliser ce grand projet-là, qui nous a permis vraiment d'aller utiliser les processus d'apprentissage automatique. Notre objectif était vraiment, pour la première fois, d'essayer de voir si on pouvait prédire 40 ans
40 ans plus tard, si un cerveau avait subi une commotion cérébrale. Donc, vous pouvez vous imaginer des personnes dans la soixantaine qui se questionnent à savoir s'ils ont subi des commotions cérébrales. Nous, on prend leur cerveau, on l'analyse sur toutes ces facettes, et la seule information qu'on va donner à la machine, c'est de savoir, ce cerveau-là, selon les symptômes, il y a eu une commotion ou non. Vous voyez ici la liste de toutes les informations qu'on a données au modèle. Donc, c'est 15 ans de recherche, ceci, sur les commotions cérébrales, autant au plan génétique, comportemental, la neuropsychologie, l'attention, mémoire, etc. Toutes les substances chimiques dans le cerveau qu'on a évaluées, également toute la volumétrie des différentes structures du cerveau qui sont importantes pour le fonctionnement, et également les analyses de diffusion, toutes ces tracts de communication que je vous montrais tantôt qui bougeaient en couleur, là. C'est un peu ce qu'on est allé faire. Tous des résultats qu'on va trouver chez un athlète qui a subi des commotions cérébrales, ça fait longtemps. Donc, on a donné ça au modèle, puis on a demandé au modèle, essaie de me trouver une façon de prédire avec une grande efficacité si un cerveau a subi des commotions cérébrales ou non. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la capacité, justement, à chacun des facteurs dont je vous ai parlé, autant la génétique, le métabolite et tout ça, à aller faire sortir des choses qui sont typiques du cerveau commotionné. Essentiellement, on se rendait compte que, pour la majorité, c'est inutile. OK? Vraiment, si on veut prédire qu'un cerveau a eu une commotion, ça fait longtemps, on ne devrait pas faire ça. Avec un taux de succès de 50 %, vraiment, ça ne vaut pas la peine de le faire. OK? Chose qui n'est pas pratique courante en médecine. Hein? On va faire une vaste investigation pour essayer de comprendre. Et par la suite, ce qu'on a fait ici, ce que vous voyez, on a choisi les meilleures caractéristiques du cerveau qui semblaient les plus sensibles aux effets des commotions cérébrales. Puis on est arrivé à prédire avec 90 % d'efficacité. Ça, c'est énorme. C'est beaucoup plus que n'importe quel clinicien, là, 40 ans plus tard, là, à être capable de dire si un cerveau a subi une commotion cérébrale ou non. OK? Et ce qui est magnifique dans l'affaire, c'est que c'était 6 petits faisceaux de matière blanche, donc 6 faisceaux de communication dans le cerveau, à l'intérieur, qui étaient presque toujours touchés chez les gens qui avaient subi des commotions cérébrales il y a 40 ans, et donc presque jamais touchés. C'est le cerveau de gens qui n'avaient pas eu de commotion cérébrale, mais qui avaient exactement le même âge, contrôlé parfaitement pour tous les facteurs, sauf l'avènement d'une commotion cérébrale. Ça, c'est la définition d'un biomarqueur. OK? Quand on est capable de trouver quelque chose qui est spécifique à une population clinique, ce que ça nous permet de faire comme clinicien, vraiment, c'est que ça nous permet de passer d'une investigation qui peut coûter 10 000 $ comme celle-ci, qui prend 30 heures de travail avec divers spécialistes, à une évaluation qui prend réellement 6 minutes à un IRM et qui coûte à peine 200 $. OK? Donc ça, c'est de la rationalisation. Quand on parlait des grands défis du système de santé, ça en fait partie. D'être capable, l'intelligence artificielle, jamais mon cerveau aurait été capable de voir dans l'amas de dommages que vous voyez ici en bleu, c'est beaucoup de dommages. Ça, c'est des centaines de faisceaux qui sont affectés après une commotion cérébrale. D'être capable d'aller déterminer les 6 qui sont toujours affectés chez les cerveaux commotionnés, versus les non commotionnés, c'est absolument impossible à mon œil. Puis à n'importe quel œil de radiologiste, c'est un travail de moine. Par contre, l'ordinateur, lui, il a regardé les milliards d'itérations, il a fait ça en à peu près une journée ou deux, et il a été capable de me dire, ces 6 faisceaux-là, s'ils sont touchés, le cerveau a presque toujours eu une commotion cérébrale. Ça, en soi, c'est une révolution. Pourquoi? C'est de savoir cette information-là. Maintenant, ce modèle-là, il est éprouvé pour n'importe quel cerveau. Donc, n'importe quand, on peut utiliser cette machine, ce modèle-là qu'on a développé en imagerie par résonance magnétique. N'importe quel cerveau qui arrive donc à la clinique, moi, j'ai peur d'avoir subi des commotions cérébrales. Est-ce que c'est possible de le valider? Bien, la réponse, c'est oui, puis ça va prendre une fraction du temps et des coûts que ça prenait auparavant. Ça, c'est simplement une application qu'on a fait au cours des dernières années. Donc, 15 ans d'accumulation de données. L'autre projet de recherche qui est, à mon sens, vraiment important qu'on mène actuellement, c'est qu'on a réuni un paquet de disciplines autour du phénomène de la commotion cérébrale pour essayer d'aller anticiper les conséquences des contacts sportifs, le dommage au cerveau. Donc, comme dans le film que vous avez vu possiblement de Will Smith sur les commotions cérébrales, il y a 2 grandes approches qui sont importantes en commotion cérébrale à connaître pour tout le monde. Il y a l'approche clinique qui est très, très basée sur les symptômes. Cette approche-là rencontre des très grandes difficultés à l'heure actuelle. Pourquoi? C'est que les athlètes, ils mentent tout le temps sur leurs symptômes. Imaginez, moi, je suis un joueur de football, je ne veux pas perdre mon spot dans l'équipe, mon rôle dans l'équipe. Bien, je ne dirais pas que j'ai une commotion cérébrale. Parce que non seulement ça va nuire à garder ma position dans l'équipe,
mais ça va venir à la signature de mon prochain contrat. Si on sait que tu as eu des commotions cérébrales, probablement que ton contrat va être révisé à la baisse. OK? Donc, pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec la santé, les athlètes cachent leurs symptômes dans 50 des cas. Non seulement ça, c'est qu'on se rend compte que les symptômes qui sont rapportés par l'athlète, sur lesquels on se base pour dire on retire un athlète du jeu, bien, dans 20 à 30 des cas, les symptômes ne se développent que le lendemain, 24 heures plus tard. C'est donc dire que l'athlète, basé sur l'évaluation actuelle, basé sur les symptômes, bien, on le retourne au jeu avec un cerveau extrêmement fragile à subir l'irréparable, en fait. D'avoir 2 commotions cérébrales dans une même partie. Bien souvent, on a une vingtaine de cas de mort chez les jeunes, plusieurs cas de coma également qui en sont suivis. Donc, l'autre approche, c'est l'approche biomécanique. Ce qu'on se rend compte vraiment au plan de l'équipement, c'est qu'il y a une grande stagnation de l'amélioration des équipements dans le sport. Les casques ne sont pas meilleurs qu'à l'époque de Guy Lafleur. Il n'y en avait pas de casque, vous allez dire. Un meilleur exemple. OK. Wayne Gretzky en 1979. C'est la même qualité de casque qu'aujourd'hui. OK? C'est vraiment pathétique. Là. Le meilleur casque de hockey, actuellement, il y a 2 étoiles sur 5. OK? Puis on se contente de ça. C'est assez pathétique, à mon sens. L'autre affaire, comme vous allez voir tantôt, on est capable d'aller mesurer dans le casque des joueurs de football les forces qui sont appliquées sur le cerveau. Bien intéressant, mais en soi, ça prédit zéro si l'athlète va subir une commotion cérébrale. On a des cas, justement, où l'athlète va avoir subi un coup de 80 fois la force gravitationnelle et ne pas subir de commotion cérébrale, selon les symptômes qu'il nous rapporte. Donc, vous voyez encore pourquoi je dis ça, je mets de l'accent là-dessus, c'est que les athlètes, bien souvent, ne rapportent pas leurs symptômes. Donc, on se base sur un système de symptômes et d'accélération qui nous mène à peu près toujours dans le mur. OK? Donc, pour peut-être vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air, là, les senseurs de force dans le cerveau, il y a un super beau vidéo qui a été fait par le New York Times qui vous montre un peu qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du commotionné. Je pensais vous le montrer aujourd'hui. Avouez qu'il n'y a personne qui voudrait être à sa place actuellement. Donc, dans son protecteur buccal, vraiment, il y avait un détecteur de senseur de force qui était appliqué sur son cerveau. Et vous voyez ici qu'est-ce qui se passe dans son cerveau lorsque tu as un coup à la tête. Le cerveau a cette capacité, est vraiment une forme de jello, OK, qui, lorsqu'il reçoit un coup, va bouger de façon importante dans la boîte crânienne. Et il va avoir des déformations, des forces de déformation et d'étirement, des fibres de matière blanche qui vont se retrouver un peu partout dans le cerveau. Ce que vous voyez tantôt en bleu sur mes images, c'est ça qui va être affecté un peu partout dans le cerveau à la suite des commotions. Donc, vous avez un coup ici, mais vous voyez comment ça peut affecter toutes les régions du cerveau, vraiment. Ce qui est particulièrement mal fait du cerveau, comme vous allez voir ici, c'est que dans ce qu'on appelle le fax cérébri ici, c'est une structure qui est extrêmement rigide, OK? Qui, elle, ne se déformera pas avec les coups à la tête. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les cellules autour, disons, vont être étirées, puis il va y avoir énormément de dommages autour de cela, parce qu'il n'y a pas une congruité vraiment en chacune des régions du cerveau, de sorte qu'on va retrouver un dommage important, particulièrement dans les régions que vous voyez ici en rouge. On va retrouver un dommage qui est presque tout le temps là. Et cette région-là n'est pas banale, hein? C'est le corps calleux du cerveau, ce qui nous permet de communiquer entre les 2 hémisphères du cerveau. Il y a énormément de fibres de matière blanche, donc des voies de communication qui passent là-dessus. C'est comme si, disons, on fermait l'autoroute des Caries en pleine heure de pointe. C'est à peu près ça le principe. Mais ça, c'est un cas totalement réel de l'athlète que vous avez vu dans la vidéo. Dans son match, il avait reçu 62 coups à la tête, dont 10, ici vous voyez les plus intenses, les 10 coups qui étaient en moyenne de 25,8 fois la force gravitationnelle. Tu sais, en Formule 1, là, Dr. Denis, souvent on parle là, de force gravitationnelle qui atteint 4 G. Mais moi, au football, ben, j'en ai à 50 G. OK? Donc, mon point, c'est de vous dire que ces 10 coups-là dans le match, que tu aies une commotion cérébrale ou non, ça risque d'avoir des impacts. Donc, ce qu'on s'est rendu compte au cours des 2 dernières années, c'est que ce ne sont pas nécessairement les symptômes associés à la commotion cérébrale qui vont prédire si vous allez avoir du dommage, mais bien plus que l'accumulation des coups à la tête. Un joueur de football de ligne qui a joué pour la NFL va accumuler 144 000 coups à la tête
au courant de sa carrière. Puis dites-vous que chacun d'entre eux peut avoir un impact sur l'intégrité du cerveau, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour nous, dorénavant, ce qu'on veut faire, on est vraiment en rupture avec la méthode clinique actuelle, où on veut baser la décision de retrait du jeu beaucoup plus sur le dommage, OK, que sur les symptômes, qui ne veulent rien dire puisqu'ils mentent tout le temps. OK? La façon de se faire, c'est évidemment d'unir les forces des neurosciences cliniques, mais également du génie biomécanique. Donc, les grands objectifs de ce vaste projet sont d'investiguer les liens entre les caractéristiques biomécaniques des coups à la tête et l'intégrité du cerveau, et également d'améliorer les équipements. Une fois qu'on sait que telle région du cerveau est très vulnérable, bien, on peut renforcer les casques pour essayer de, justement, parer les coups à la tête. Donc, la façon de s'y prendre, évidemment, c'est que avant le match, ce que va faire mon équipe, évidemment, c'est pas moi je fais rien là-dedans. Mes étudiants en doctorat, l'armée, comme je les appelle, vont aller, avant le match, faire une imagerie par résonance magnétique chez des joueurs. Pendant le match, on va appareiller le casque pour pouvoir avoir les sensors de force qui vont être disponibles. Donc, cette première évaluation-là, par imagerie par résonance magnétique, va être faite à l'intérieur de 24 heures du match. Pendant le match, on va suivre littéralement sur un iPad les forces G qui vont être appliquées dans le casque de l'athlète. OK? Puis, à la suite du match, on va le prendre par la main et on va retourner au centre d'imagerie pour voir est-ce qu'il y a des changements qui ont été observés sur ce cerveau-là. On veut le faire même plusieurs fois en ligne, plusieurs parties en ligne, pour voir qu'il y a un effet cumulatif d'avoir des coups à la tête d'un match à l'autre qui rend l'athlète particulièrement à risque de subir du dommage cérébral. Les images qu'on prend, grâce à mon collègue Jamie, c'est des images ultra sophistiquées qui nous permettent d'aller voir dans l'ensemble du cerveau tous les métabolites, toutes les substances chimiques du cerveau qui bougent à la suite des commotions cérébrales, qui bougent même, on a plusieurs preuves de ça, à la suite d'un coup à la tête. Donc des substances qui prédisent un certain dommage cérébral. Et une autre technique qu'on utilise même à Sacré-Cœur, c'est une grande fierté. Hein? On est probablement le seul centre de traumatologie qui faisons de la susceptibility weighted imaging. Ce que c'est, cette chose-là, j'ai aucune idée comment ça se dit en français. Désolé. C'est la technique du milieu ici, où on compare ici 3 tranches de cerveau du même patient. Okay? Cette technique-là, ça nous permet d'aller marquer le fer. Okay? Pourquoi le fer? C'est qu'on en a beaucoup, beaucoup dans le sang. Okay? Donc, si, à cause du coup à la tête, le vaisseau sanguin s'est étiré et qu'il y a une rupture du vaisseau sanguin et qu'il y a une perte de sang, bien, comme ici, vous voyez, il y a toutes les petites flèches, c'est des accumulations de lacunes, donc des plaques de sang qui ont été diagnostiquées avec cette technique-là. Ça ne prend pas une commotion cérébrale pour avoir ça prend juste des gros coups avec beaucoup de force. Donc, l'approche que vous voyez ici, vous allez voir, on arrive à l'intelligence artificielle dans tout ça. C'est une co-construction entre plein de domaines, hein? Autant le génie, la physique, les neurosciences, la clinique, qui va être une technique qui va être totalement objective au lieu de subjective, basée sur des symptômes où les athlètes mentent très souvent ou des symptômes qui se développent plus tard. Une technique également qui va être prédictive. Comment est-ce que ce patient-là va évoluer dans le temps? Également, une technique qui sera en temps réel plutôt qu'en différé. Hein? Après, nous autres, on doit toujours attendre sur les lignes du côté pour prendre une décision clinique. Voir, y est-tu vraiment mêlé? On va l'essayer, voir. Non. On va avoir en temps réel, ils viennent de subir un coup de 40G. Selon notre étude en intelligence artificielle, on ne peut pas le retourner au jeu parce qu'il y a 90% des chances d'avoir un dommage dans son cerveau. Et on ne peut pas se permettre ça parce que s'il y a un autre coup dans le match, bien là, ça peut être un dommage qui sera irréparable. Et cette technique-là également nous permet d'aller voir si l'athlète subit 60 coups à la tête comme tel que notre athlète tantôt, bien, on peut regarder l'effet cumulatif de ces coups-là à travers d'une partie. Donc, rapidement, juste pour vous parler, ça, c'est la vaste équipe qui tourne autour de moi dans ce projet-là. Donc, des cliniciens, des ingénieurs, des physiciens, tout ça, dans ce super projet. Mais à la base de tout, ce qui va nous permettre de travailler ensemble, ce qu'on n'a jamais bien fait en recherche, c'est l'intelligence artificielle. C'est Yasser, justement, le spécialiste de l'intelligence artificielle du groupe, qui, lui, est capable de prendre autant en compte les données de l'ingénierie qui sont super sophistiquées que les données cliniques qui font partie vraiment des travaux de Jamie, de Myriam, de moi-même et de Alain. Donc, en soi, vous le pouvez voir, ces projets-là ne sont possibles qu'à travers l'intégration en intelligence artificielle. Dernière slide que je voulais quand même mentionner, c'est que l'intelligence artificielle dans notre hôpital, ça prend de la place de plus en plus. On est même dans la gestion hospitalière. On s'est fait approcher, on était très, très heureux de pouvoir essayer de répondre à des questions de gestion hospitalière parce qu'on accumule beaucoup de données. Par exemple, un des objectifs qu'on aurait, c'est comment prédire un débordement aux urgences.
quels sont les facteurs qui vont avoir cette influence-là. On va s'y pencher avec les vastes bases de données qu'on a, avec l'intelligence artificielle. Que mon œil, comme disait tantôt Jean-Marc Dr. Chauny, c'est impossible de le faire, c'est beaucoup trop de données. Également, comment prédire l'éclosion d'une épidémie de C difficile? Parce que quand tu sais qu'il va y avoir une éclosion d'une épidémie de C difficile, mais tu fais venir plus de staff pour désinfecter avant que ça se produise. Vous comprenez? Donc, ça évite le temps supplémentaire, ça évite tous les problèmes là, qui vont s'en suivre, qui ont des coûts énormes pour l'hôpital. Ce sont des travaux qu'on va mener au courant des prochaines années. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Peut-être chose à dire, ce qui est extrêmement intéressant dans notre contexte, c'est que cette intelligence artificielle-là, la chaire qu'on veut créer en intelligence artificielle et en trauma, sera au cœur de ce vaste projet qui est le Centre intégré de traumatologie. On va y faire une place. Ça va être au cœur de notre programmation dans les prochaines 5 années chez nous à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Merci beaucoup.